Bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant notre étude de la révolution néolithique et de la révolution industrielle. On est dans la partie 2 et on va s'intéresser véritablement ici au cœur du sujet, c'est-à-dire la question des transformations des milieux et également des transformations des sociétés, même si c'est pas un élément fondamental, hein. Le cadre du programme s'intéresse vraiment à la transformation des milieux, mais j'ai jugé utile de montrer quand même qu'il y avait d'importantes mutations au niveau des structures des sociétés humaines, aux deux époques. Comme le début de notre travail, on suit une méthodologie du sujet comparatif, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous l'aurez peut-être remarqué, j'établis des thématiques de travail dans les sous-parties, et à l'intérieur de ces sous-parties, je croise à chaque fois les deux exemples. Je commence toujours par la révolution néolithique et ensuite par la révolution industrielle. Alors, dans une première sous-partie, on va s'intéresser aux changements dans les modes de production et d'exploitation des ressources. Comme je l'ai dit avant, on commence par la révolution néolithique. La révolution néolithique qui se caractérise, et c'est la grande évolution, le grand changement par la mise en place de l'agriculture. Alors pour travailler sur ce sujet, il faut quand même faire référence à des spécialistes de la question. Ici, je me base sur les travaux de Jean-Paul Demoule. Jean-Paul Demoule a considérablement permis une évolution des connaissances sur le sujet de la révolution néolithique. C'est un archéologue et un préhistorien renommé dans le monde entier. À travers le passage que je vous propose ici, hein, il évoque véritablement les deux principaux changements au niveau du néolithique, à savoir la domestication des animaux. Alors vous remarquez que cette domestication, elle est différenciée en fonction des foyers de néolithisation. Au niveau du Moyen-Orient, on va être sur la domestication du mouton, de la chèvre, du bœuf, du porc essentiellement. La Chine, le poulet en plus. Bien entendu, en Amérique latine, dans les Andes, le lama ou l'alpaga, le bœuf en Afrique. Donc véritablement, à chaque foyer de néolithisation, une espèce ou plusieurs espèces qui sont domestiquées pour, euh, selon deux logiques, à savoir le fait que c'est des espèces, on cherche à domestiquer les espèces les plus dociles, et on cherche également à domestiquer les espèces qui ont le meilleur rendement. Il se passe exactement la même chose au niveau des plantes. On peut parler effectivement de domestication des plantes, hein, c'est la deuxième grande caractéristique de l'agriculture, à savoir que dans chaque foyer, on domestique également des plantes, le blé pour l'Europe et le Moyen-Orient, le riz pour la Chine, c'est bien connu en Afrique, le mil, le sorgho, le maïs en Amérique latine par exemple, la pomme de terre également dans cette région du monde. Donc à chaque fois, dans chaque foyer, que ce soit au niveau des plantes ou des animaux, on a une ou plusieurs variétés spécifiques qui sont domestiquées, et au niveau des plantes, c'est le cas également, comme pour les animaux, on cherche là encore à valoriser, à domestiquer les espèces les plus productives. Ce qui me permet de dire que, et c'est un point extrêmement important, il ne faut pas croire que ces systèmes agricoles sont uniquement des systèmes extensifs, c'est-à-dire que l'on produit beaucoup grâce à des surfaces importantes. Non, non, on cherche déjà des hauts rendements, on est déjà dans des systèmes intensifs, comme je l'ai dit avant, par le moyen principal qui est la domestication des plantes et des espèces animales les plus productives. Un dernier point sur cet élément, vous aurez remarqué que dans chaque région, et je l'ai déjà dit, on a une spécificité ou une espèce qui est particulière, hein. Ce mélange des espèces, qu'elles soient animales ou végétales, les échanges commerciaux ne débuteront que au moment de la deuxième mondialisation, hein, à partir du XVIe siècle, notamment quand
colons espagnols ramèneront le maïs et la pomme de terre ou le piment en Europe. C'est assez intéressant pour la question de la dinde. Je pense que vous avez tous, si vous avez lu Astérix, hein, dans Astérix et les Indiens, on fait référence à cette dinde hein, que Astérix et Obélix découvrent. Alors là, Goscinny et Uderzo prennent un petit peu de liberté par rapport à l'histoire. Hein. L'introduction de la dinde en Europe se fera beaucoup plus tardivement et pas du tout durant l'Antiquité. Donc attention à Astérix et Obélix, même si c'est très intéressant historiquement parlant, il y a quand même beaucoup d'anachronismes. Au niveau de la révolution industrielle, là encore, on a des changements au niveau des modes d'exploitation, on a de nouvelles ressources pour l'industrie. Alors, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, pendant longtemps, la recherche sur la révolution industrielle s'intéressait au point de départ, c'est-à-dire tentait de répondre à la question de savoir qu'est-ce qui avait lancé cette révolution industrielle. Pendant longtemps, on a mis en avant le fait que ce qui avait lancé la révolution industrielle, j'en ai déjà parlé, c'était le progrès technique, les innovations techniques, j'ai fait référence à la machine à vapeur. Il y a eu des avancées scientifiques dernièrement, depuis une vingtaine d'années, et on en est un petit peu revenu, et au final, le début de cette révolution industrielle, il n'est pas vraiment lié à des progrès techniques, il est plutôt lié à une hausse de la demande qui a besoin d'être couverte. Et pour expliciter tout ça, je vais vous passer un extrait du Temps des ouvriers de Stan Neumann, c'est un documentaire en 4 parties qui a été diffusé sur Arte en 2020, un documentaire que j'apprécie beaucoup, dont vous trouvez absolument les liens de toutes les vidéos sur le Moodle, sur YouTube. J'aime particulièrement la voix du narrateur qui est un chanteur français, Bernard Lavilliers. Pourquoi? Tout simplement, il est originaire de Saint-Étienne et toute sa famille étaient des ouvriers métallurgistes de Saint-Étienne, donc il a toujours été très ancré dans cette histoire ouvrière. Je vous passe un extrait de ce documentaire pour de plus amples explications sur le déroulement de la révolution industrielle. Car c'est avec la croissance spectaculaire de la production textile, dès le début du XVIIIe siècle, que tout a commencé. Elle est portée par l'exploitation de centaines de milliers d'esclaves noirs dans les champs de coton du continent américain, qui fournit la matière première à moindre coût. Avant même tout progrès technique, cette croissance du marché du textile provoque un bouleversement complet de la chaîne de fabrication. Jusqu'alors, le tisserand, propriétaire de son métier, travaille chez lui, en famille. C'est une forme de sous-traitance. Il achète le coton ou le lin brut à un marchand de la ville, il le tisse et revend au marchand le produit fini. Mais à la recherche de profits encore plus importants, le marchand décide de prendre le contrôle de toute la chaîne. Il investit dans l'achat de plusieurs métiers qu'il réunit dans un seul lieu, la factory, l'usine. La production plus rapide et plus rationnelle lui permet de produire à moindre coût. Le tisserand indépendant ne peut pas lutter. Pour survivre, il doit aller travailler dans l'usine du marchand auquel il vend sa force de travail contre un salaire. C'est ce qu'on appelle le factory system. L'usine devient ainsi une machine à fabriquer de la classe ouvrière, avec pour matière première les centaines de milliers d'artisans et de petits paysans, obligés pour survivre d'aller travailler dans les centaines de filatures qui poussent comme des champignons dans l'Angleterre de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce qu'on appelle la révolution industrielle commence par une révolution économique. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette vidéo? Premièrement, que la base de la révolution industrielle, c'est l'industrie textile.
industrie textile qui fait l'objet d'une très forte hausse de la demande avec l'afflux de coton qui vient des territoires américains à partir du XVIIIe siècle, que cette révolution industrielle, elle naît en Angleterre, et qu'au final, elle est marquée par le passage de ce que l'on appelle le domestic system, c'est ce que j'expliquais dans une vidéo précédente, au factory system, c'est-à-dire le travail en usine. Ce factory system, il se développe fin du 18e en Angleterre, il faut attendre les années 1830, donc première moitié du 19e, sur le reste du continent européen, en Belgique et en France. Très vite, en fait, pour faire face à cet afflux de demande, le fait de regrouper les tisserands, les travailleurs dans une usine ne va plus suffire, il va falloir utiliser des machines. Et effectivement, vers la deuxième moitié du 19e, on va voir naître véritablement ce que l'on appelle l'usine telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un espace extrêmement grand, comme vous le voyez sur la deuxième photographie, en haut à droite, avec une succession de machines, cette fois-ci mues par la vapeur. Et pour ça, il faut de nouvelles sources d'énergie. Vous avez une photographie en dessous d'une mine. C'est une mine d'ailleurs dans les Vosges. Et je ne sais plus de quelle localité. Et à terme également, l'électricité et le pétrole vont être de nouvelles sources d'énergie lors de ce qu'on appelle la deuxième révolution industrielle. Alors, deuxième grand point de notre étude, c'est cette fois-ci les transformations dans les modes d'occupation du sol. Et en ce sens, la révolution néolithique, c'est véritablement ce que l'on appelle la première artificialisation. En géographie, le terme d'artificialisation signifie tout simplement le fait que l'être humain transforme le sol, il l'artificialise, il lui enlève son caractère naturel, le caractère de milieu naturel, en transformant l'espace, en transformant le sol. Au final, qu'est-ce qui se passe? On le voit sur le schéma de gauche, sur la première vignette, aux alentours dès moins 12 000, on a des hommes qui se regroupent, qui vivent dans des huttes, et à côté de ces huttes, ils vont aménager des champs. Ici, prenons l'exemple du blé, okay. Et ils sont en train de se sédentariser pour avoir des champs et pour faire également de l'élevage. Ils sont obligés de défricher la forêt autour, forêt majoritairement de chênes, c'est ce qu'on appelle une chênaie en fait, c'est ce que la forêt primaire. Voilà. Et petit à petit, qu'est-ce que l'on va voir se constituer? C'est la deuxième vignette, on va voir se constituer des villages, c'est-à-dire des regroupements humains. Des villes, ça va être encore extrêmement rare et ça va être plutôt après moins 3000, moins 2000, vous allez avoir les premières villes. Là, on est vraiment sur du village. La forêt a considérablement reculé. On voit qu'on a un système d'enclos, c'est-à-dire qu'on a une territorialisation qui est faite, des propriétés en fait. La terre est territorialisée. Les espèces animales sont elles aussi encloses. Et c'est ça, la révolution néolithique, c'est véritablement une transformation au niveau du sol, des hommes qui délimitent les premiers champs, les premiers pâturages, les forêts qui sont défrichées.